Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Je m'appelle Anna Vicente et je suis porte-parole du collectif. Si vous souhaitez connaître mon histoire, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouvera dans le descriptif de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet un petit peu particulier. Je voulais parler aux gens et leur dire surtout ce qu'il ne faut pas faire quand une victime prend son courage à deux mains pour venir vous parler en fait de ce qui lui est arrivé. Dans cette vidéo, si je vais parler de ce qu'il ne faut pas faire, et dans une seconde vidéo, je parlerai de ce qu'il faut faire. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne pourrai pas tout énumérer parce qu'il y a vraiment énormément de choses à ne pas faire, mais je vais énumérer les choses les plus importantes à mes yeux. Il faut bien comprendre que lorsqu'une victime vient vous parler ou vient se confier à vous, c'est souvent qu'elle est arrivée à un point de non-retour, un point de rupture, et qu'en fait, en général, vous êtes son dernier espoir. Il faut vraiment en prendre conscience, elle vient vous parler parce qu'elle n'en peut plus, elle n'en peut plus de garder ce secret. Donc elle vient vous confier quelque chose qui est très important pour elle. Alors vous allez me dire, c'est pas très sympa, la victime m'a sélectionné, est mince, mais il faut savoir que oui, si elle vous a sélectionné vous, c'est qu'il y a peut-être une raison, vous avez peut-être une relation particulière avec la victime, mais elle, c'est un lourd secret qu'elle porte depuis longtemps, et quand elle vient vous en parler, vous êtes peut-être en plus la première personne à qui elle en parle ou avec qui elle aborde le sujet, donc il y a vraiment des choses à ne pas faire. Alors la première chose à ne pas faire, ça va peut-être paraître logique pour certains, ne surtout pas demander à la victime pourquoi elle n'est pas venue en parler avant. En fait, la pédocriminalité est vraiment banalisée par notre société, comme j'en parlais dans une autre vidéo, et il faut savoir que souvent, on culpabilise la victime. Pourquoi t'es pas venu en parler avant? Voilà, qu'est-ce qui t'a pris de garder ce secret? En fait, c'est un secret qui est hyper lourd à porter, et il faut savoir que quand une victime vient vous parler de ça, le seul et unique coupable, c'est pas la victime d'avoir gardé ce secret, c'est l'agresseur. Et en fait, souvent, il y a une pression qui est mise sur la victime par l'agresseur. Il faut vraiment prendre ça en compte. Donc la victime, elle vient vous en parler parce qu'elle n'en peut plus. Ou alors elle compte sur vous pour que son calvaire s'arrête. En fait, je ne supporte pas même qu'on pose cette question à la victime parce que moi, mais combien de fois cette question m'a été posée? Pourquoi tu viens seulement en parler maintenant? Mais pourquoi on me reproche ça alors que personne ne reproche les comportements déviants de mon agresseur? Le problème, c'est pas que la victime en ait parlé trop tard, c'est qu'en fait, l'agresseur n'aurait jamais dû faire ça. Et souvent, il y a une pression qui est mise en fait sur la victime par l'agresseur dont l'entourage n'a même pas conscience. Après, la seconde chose, ça va peut-être paraître aussi logique pour certaines personnes, ne pas culpabiliser la victime. Pourquoi ça t'est arrivé à toi? Qu'est-ce que t'as fait? Non mais en fait, c'est juste injustifié, enfin, c'est injustifiable qu'un être humain puisse faire ça à un autre être humain. La question qu'il faut se poser, c'est à quel moment tu t'es dit que t'allais toucher un enfant? À quel moment tu t'es dit que t'allais faire ça sur un enfant? La victime n'a rien à se reprocher. C'est l'agresseur qui a un problème. Alors je me répète, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, ça concerne un enfant sur 10. Mais comment, à l'époque actuelle, on peut encore dire qu'un enfant sur 10 est victime? Comment? La culpabilité, pardon, n'est pas à mettre sur les victimes. La culpabilité est à mettre sur les agresseurs. À quel moment il vient à l'esprit d'un être humain, si je puis dire, parce que pour le moment, pour moi, c'en est pas un, de faire ça à un autre être humain? À partir du moment où l'agresseur a décidé de faire ça à un enfant, ou même à une femme ou à un homme, c'est plus un être humain, c'est un monstre. Donc ne pas culpabiliser la victime. La victime n'y est pour rien. Je le disais dans ma précédente vidéo, tu n'as pas à avoir honte en tant que victime, tu n'y es absolument pour rien. La troisième chose dont je vais parler qu'il ne faut surtout pas faire va dans la continuité en fait de la deuxième. Ne jamais minimiser les faits qu'une victime te raconte. Ne jamais trouver d'excuses à l'agresseur. Il n'y a aucune excuse envers l'agresseur. Rien ne justifie qu'on puisse faire ça. Absolument rien du tout. Je le disais aussi dans ma vidéo précédente. À quel moment il te vient à l'esprit de faire ça à quelqu'un? La victime, ce qu'elle te raconte, c'est grave. Ne surtout pas minimiser ce qu'elle te raconte, et l'agresseur n'a aucune excuse. On ne trouve aucune excuse à l'agresseur, c'est pas possible. Et d'ailleurs, souvent quand j'entends les gens minimiser les faits
ou trouver des excuses à l'agresseur, il n'y a rien de tel pour me mettre en colère. Rien. C'est vraiment, mais ça me met dans une colère noire, où pour l'avoir vécu, comment tu peux minimiser les faits? Comment tu peux trouver des excuses à celui qui m'a fait ça? La quatrième chose à ne pas faire, et je trouvais ça super important de le souligner, c'est en fait de ne pas obliger une victime à te raconter ce qu'elle a vécu si elle n'en a pas envie. T'es pas policier, t'es pas professionnel de santé, n'oblige pas la victime à te raconter en détail ce qu'elle a vécu. Elle n'a pas besoin de te raconter parfois en détail ce qu'elle a vécu, voire des fois elle n'aura carrément pas envie d'en parler, de l'expliquer, donc ça sert à rien de la forcer à le faire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi je trouve très apaisant quand je rencontre d'autres victimes ou quand je parle avec d'autres victimes, c'est qu'on n'a pas besoin de se parler pour savoir ce qu'on a vécu, on n'a pas besoin de se raconter à quel point c'est moche tellement on sait à quel point c'est moche. Et on a l'impression des fois que les gens veulent des détails et qu'en fait ils veulent des détails sur notre histoire et qu'en fait malheureusement cette histoire nous appartient. Malheureusement je dis parce que c'est vraiment pas quelque chose de beau. Alors on n'a vraiment pas souvent envie de le raconter. Je sais que la plupart des gens ne connaissent pas mon histoire en détail. Mon mari, par exemple, a découvert des détails de mon histoire quand on est allé déposer plainte. Avant, j'en avais jamais parlé, ou je les gardais pour moi, et j'avais même pas forcément prévu de les raconter. C'est simplement le policier qui m'a fait parler. Et je vais me répéter dans ce que je dis, mais en fait, je dis souvent aux gens, ne nous demandez pas de vous raconter les détails pour vous prouver à quel point c'est moche, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de vous dire à quel point c'est moche. La cinquième chose à ne pas faire, et ça va vous paraître peut-être contradictoire, mais c'est de ne pas considérer une victime comme une personne normale. Une victime n'a pas du tout besoin d'être jugée par son entourage, elle n'a pas besoin d'être jugée par qui que ce soit, elle a juste besoin qu'on la considère comme une personne normale. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Alors oui, une victime est traumatisée, ça c'est clair, mais elle essaye de vivre avec. Donc en fait, il faut considérer une victime comme une personne normale qui a un traumatisme et qui essaye de vivre avec. Je vous dis ça parce que souvent, moi j'ai entendu « Ah mais j'ose pas l'appeler, ah mais j'ose pas lui parler ». Et en fait, des gens qui me mettaient à part sans que je le veuille par rapport à ce que j'avais vécu. Aux dernières nouvelles, j'ai jamais mangé personne quand on est venu me parler. Aucune raison de me mettre à part. En fait, souvent, c'est plus les gens qui se mettent des barrières avec moi que le contraire. La sixième chose à ne surtout pas faire, c'est de parler au nom d'une victime. Une victime n'a pas besoin de pleurer toutes les 5 minutes pour te dire qu'elle va pas bien. Il faut partir du principe qu'une victime a caché un secret pendant des années. Moi, je l'ai caché pendant 13 ans. Alors tu te doutes bien que mes sentiments, je sais très bien les cacher aussi. Je sais cacher quand je vais pas bien. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez étonnant et de très touchant pour moi. C'est que mon mari a juste à me regarder. Il me regarde ou il m'entend parler et à l'intonation de ma voix, il sait comment je vais. Donc en 7 ans de pratique, il a d'expérience, mais en fait, laisse une victime s'exprimer, que ce soit par son comportement, par ses mots, même si c'est pas forcément les mots que toi tu aurais utilisés, même si c'est des mots qui peuvent choquer, mais en fait, laisse-la s'exprimer. Ne parle jamais au nom d'une victime, parce qu'en fait, tu ne sauras pas toi dire exactement ce qu'elle veut dire parce que ça ne sort pas de sa bouche. Et d'ailleurs, moi j'avais un très très lourd secret sur les épaules et mon agresseur me disait souvent « Si tu parles, tu vas casser la famille et de toute façon, personne ne te croira. » Donc je suis vraiment habituée à cacher mes émotions. Il y a maintenant, en ayant en fait été suivie en thérapie, je sais les montrer. Je les montre un peu plus, mais j'ai été largement habituée à cacher mes émotions. Et c'est justement ce que je trouve hyper touchant chez mon mari, c'est que j'ai absolument pas besoin de lui parler pour qu'il sache comment je vais. Et l'inverse est vrai aussi. Mais quand on a vécu ce que j'ai vécu et qu'on est habitué à cacher, à toujours, voilà, quand ça va pas se renfermer ou autre, mais il le voit tout de suite dans la demi-seconde où ça se passe, il le sait. Et je trouve ça hyper apaisant pour moi en fait. De ne pas forcément toujours avoir besoin de parler pour que ça se sache. Il me regarde, il le voit, il le sait. Et d'ailleurs actuellement, les deux seules personnes à pouvoir prévoir mes réactions, c'est ma meilleure amie et mon mari. La septième chose à ne surtout pas faire, c'est de dire à une victime comment elle doit agir. J'entends par là que vous pouvez la conseiller. Vous pouvez la conseiller, vous pouvez lui dire d'aller voir un psychiatre, un avocat, une infirmière scolaire, tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas l'obliger à y aller. Et pareil,
Vous n'avez pas le droit de dire à une victime si elle doit porter plainte ou pas. En fait, c'est un choix qui revient à la victime. Vous pouvez lui conseiller d'aller porter plainte, mais vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas aller porter plainte. Moi, ça a été un chemin qui a mis 9 ans à se faire dans ma tête. Il a fallu 9 ans pour que je comprenne qu'il fallait que j'aille porter plainte. Et il a fallu une psychothérapie entre-temps pour que j'aille porter plainte. J'avais pas le courage en fait. J'osais pas le faire parce que je savais pertinemment que j'allais perdre une partie de ma famille, que les gens ne me soutiendraient pas forcément, et en fait la honte que ça se sache. Et en fait actuellement, j'ai plus du tout honte de ça, donc que ça se sache ou pas, je m'en fiche parce que je veux vraiment aider les autres victimes. Mais en fait sur le coup, je me rends compte que j'étais pas forcément prête pour tout ce qui allait arriver. Et d'ailleurs, je dis toujours que si on m'avait prévenu, je sais pas si je l'aurais fait. Mais maintenant, j'ai aucun regret, hein, je le précise, mais c'est tellement dur pour une victime d'aller porter plainte que vous ne pouvez pas lui demander d'aller le faire, c'est juste pas possible. Par contre, vous pouvez apprendre à détecter les appels à l'aide d'une victime. Savoir quand est-ce qu'elle ne va pas bien. C'est comme ça que vous pouvez l'entourer et la conseiller. La huitième et dernière chose à ne pas faire, ne pas considérer une victime comme folle. Pourquoi? Parce que par exemple, moi je me suis fait violer pendant 13 ans. Est-ce que vous pensez réellement que j'ai les mêmes bases que vous dans mon enfance? La réponse est simple, la réponse c'est non. Est-ce que je suis folle? La réponse c'est non aussi. C'est simplement qu'on n'a pas les mêmes bases. Des bases que vous avez appris enfant, moi je les ai appris à 24 ans. Alors c'est l'exemple que je donne tout le temps. Un enfant, on lui apprend de quelle manière il doit se mettre en colère. Moi, on ne me l'a pas appris. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais un secret qui me déchirait. On m'a fait quelque chose qui n'allait pas, donc déjà j'avais pas les bonnes bases. Comment un adulte peut faire ça à un enfant? Quand on apprend à un enfant que c'est un secret, que ça se passe seulement entre l'adulte et lui, mais qu'il faut le garder, déjà on lui met une énorme brique. Parce qu'en fait souvent je ne disais rien, et derrière j'entrais dans une colère mais folle. Parce qu'en fait, pour moi, c'était la seule manière de me faire entendre. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Malheureusement, je ne peux pas énumérer toutes les choses à ne pas faire. J'ai énuméré les plus importantes à mes yeux. Si vous voulez réagir, vous pouvez le faire en commentaire et vous pouvez aussi surtout partager vos expériences. Et si vous le souhaitez, vous pouvez écrire un email donc à l'adresse du collectif qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.